Il y a pas mal de types différents de commerciaux et de façons de les classer. On a déjà vu ensemble qu'on peut les catégoriser selon leur méthode, ça c'est ce qu'on a vu dans l'épisode 13 de ce podcast sur qu'est-ce que c'est qu'un bon vendeur. Et puis vous savez qu'il existe le B2C où on s'adresse au grand public et le B2B où on parle d'entreprise à entreprise. Pour caricaturer, on pourrait aussi dire qu'il y a les fermiers et les chasseurs. Les fermiers nourrissent leur relation avec leurs clients existants et cherchent à la développer. Les chasseurs, eux, ils guettent en permanence de nouvelles cibles pour en faire des proies, rassurez-vous, des proies consentantes. Et d'une manière ou d'une autre, tous ces commerciaux, avec leur diversité, ils pratiquent tous le business développement. Alors ça y est, j'ai lâché le gros mot, maintenant on va s'accorder sur ce qui recouvre. Ça tombe bien, c'est à la fois là que je vous ai laissé la semaine dernière, ce dont on va parler aujourd'hui d'un point de vue théorique et ce qu'on abordera en pratique la semaine prochaine. Je suis Antoine et vous écoutez Ingévente, le podcast qui aide les commerciaux à vendre mieux pour mieux vendre. Bonjour à tous. C'est quoi le business développement ? Il y a bien des définitions possibles et beaucoup d'entre elles sont justes. Déjà, c'est un concept qui s'est développé il n'y a pas si longtemps que ça. L'idée, c'est que pour nourrir sa croissance, étendre sa part de marché ou explorer de nouveaux horizons, on doit avoir une approche dédiée. C'est donc assez logiquement avec le boom des startups et des créations d'entreprises, je dirais au tournant des années 2000, qu'on a vu le terme se répandre comme une traînée de poudre. Pour en donner une définition simple, le business développement, c'est créer de la valeur à long terme pour votre entreprise. Cette valeur, elle peut venir de clients, de marchés ou de relations. Et pour commencer, le business développement, c'est créer des opportunités de créer de la valeur. Ce qui nous amène à une première question fondamentale. C'est quoi la valeur ? Il y a plusieurs définitions de la valeur et une part de subjectivité non négligeable là-dedans. Mais on peut distinguer essentiellement 5 types de valeurs. Premièrement, la valeur économique. Ça c'est le flouze, la pépette, l'oseille, en un mot, l'argent. La valeur économique se définit en revenus et en profit. Il est évident que des opportunités qui génèrent du profit apportent de la valeur à long terme à une entreprise. Ça la sécurise et ça lui permet de continuer à se développer. Je vais pas rentrer trop dans le détail de cette valeur-là parce que c'est la plus connue. Mais c'est primordial de comprendre que, bien que cette valeur soit évidemment très importante, c'est pas la seule. Deuxième valeur, la marque. La valeur de marque, c'est tout le bénéfice que vous pouvez retirer d'un changement de perception de votre entreprise dans les yeux de vos partenaires, de vos clients ou de vos prospects. La marque, c'est sans doute une des choses les plus estimables qu'une entreprise puisse posséder. Pourtant, peu de personnes l'identifient clairement comme une valeur. Pour vous donner un exemple très personnel, mon premier employeur du temps de mes années étudiantes, c'était un magasin de musique appelé Lofi Cléide. Bien avant d'en avoir poussé la porte pour la première fois, j'étais déjà fortement convaincu de la qualité offerte par l'entreprise. Pourquoi ? Tout simplement parce que son dirigeant et fondateur m'en avait toujours parlé comme d'un atelier et pas comme d'un magasin. Toute sa communication derrière était axée sur le savoir-faire des employés et de ses valeurs de maître artisan. À ce stade de notre relation, j'étais pas client et il avait rien cherché à me vendre. Mais la force de sa marque lui apportait pourtant déjà de la valeur. Je voulais travailler avec lui et si un jour j'avais besoin de quelque chose qui soit dans le champ de compétences de l'entreprise, j'allais clairement en devenir client sans aller voir la concurrence. Troisième type de valeur, le produit. La valeur produit, c'est ce que votre produit, service ou solution peut faire pour son utilisateur. Dès lors que votre produit se met à pouvoir en faire plus, la valeur associée augmente elle aussi. Par exemple, un filet de bœuf cru, c'est potentiellement très bon et ça a une certaine valeur, mais il faut encore le cuisiner. Mais si quelqu'un prend ce même filet de bœuf et le cuit à basse température pour vous le fournir délicieusement fumant et tendre à cœur, prêt à déguster, sa valeur augmente. Ou encore, si Disney rachète Marvel, Fox et Lucasfilm, son produit Disney+, prend lui aussi de la valeur. Maintenant, en plus de pouvoir proposer le Fantasia, le Roi Lion ou High School Musical, le catalogue de streaming inclut les Avengers, les Simpsons et la saga Skywalker. Quatrième valeur, l'audience. Aujourd'hui, vous vendez quelque chose à certaines personnes, ou vous vendez encore rien parce que vous n'êtes pas encore lancé. Vous pourriez vendre plus ou plus souvent à ces mêmes personnes et créer de la valeur économique. Vous pourriez aussi ajouter plus de fonctions dans votre produit et ensuite augmenter vos prix. Ou compter sur l'amélioration de la force de votre marque pour attirer une nouvelle audience et vendre à plus de monde. Bien sûr, tous ces concepts sont liés, mais vous voyez bien que l'audience, sa taille et sa croissance sont un axe de création de valeur. Plus de monde à la maison en télétravail et l'action de Zoom explose. Le produit n'est pas devenu meilleur ou différent, la marque n'a pas évolué significativement, il y a juste eu beaucoup plus de clients potentiels d'un coup. Cinquième type de valeur, la valeur optionnelle. Alors cette dernière catégorie, elle est un peu plus complexe parce qu'elle est plus difficile à cerner.
L'idée, c'est que les actions d'aujourd'hui peuvent, sous une forme encore inconnue, vous apporter de la valeur demain. On peut y voir une forme de valeur de long terme, mais c'est encore un poil plus complexe parce que c'est une valeur risque. Si par exemple vous vous jetez à l'eau, vous savez pas nager, vous allez peut-être apprendre très vite ou vous allez peut-être couler. En calculant l'espérance des deux options, vous pouvez déterminer si le risque de l'action se jeter à l'eau est couvert par le bénéfice potentiel ou pas. Ou encore, pour faire un parallèle avec mes 2 épisodes consacrés à qui veut être mon associé, que vous retrouverez sur ingvente.fr/podcast, mettons que vous ayez une entreprise en plein démarrage, votre chiffre d'affaires actuel et votre vision de votre marché vous placent à une valorisation théorique de 200 000 €. Un investisseur se propose d'entrer au capital pour 50 000 € et contre 33% des parts. Cette action diminue donc la valorisation de votre entreprise qui tombe à 150 000 €. Mais dans le même temps, cet investisseur, il possède un réseau de distribution tentaculaire, ce qui vous donne une perspective d'audience toute nouvelle, sans compter la force de sa marque. L'audience et la marque sont ici des valeurs optionnelles, vous n'avez pas la certitude qu'elles vont vous bénéficier, mais l'action initiale, sacrifier votre valorisation, vous donne droit au ticket de la valeur optionnelle, et l'avenir dira si vous avez eu raison de tenter votre chance. Si on fait un petit bilan intermédiaire, on cherche aujourd'hui à faire du business développement, donc à créer de la valeur à long terme pour notre entreprise. Donc à générer ou repérer des opportunités qui permettent de créer cette valeur. Mais à la source, et comme on vient de le voir, il faut savoir quel type de valeur on cherche à créer. Répondre à cette question, c'est donc la base. Et partant de cette base, on va pouvoir s'intéresser à la question suivante. D'où vient la valeur ? Quelles sont les sources de la valeur ? On a vu qu'on peut ranger la valeur dans 5 catégories. Pour ce qui est des sources de valeur, c'est encore plus simple, il y en a 3. La première source de valeur, c'est les clients. Comme tout à l'heure, on commence par la source la plus évidente. Les clients sont les acteurs avec qui on interagit, échangeant ou créant de la valeur. Ce sont donc ceux qui créent votre valeur économique en échangeant leur argent contre vos produits, services ou solutions. Les clients déterminent aussi la perception de votre marque et donc sa force. Dans ce domaine, la définition s'étend même aux prospects ou futurs clients, comme je le montrais dans mon exemple précédent de Lofi Clean, le magasin de musique dans lequel je travaillais. Enfin, on détermine une opportunité de création d'audience par sa faculté à attirer de nouveaux clients ou prospects. Bref, les clients sont la première source de valeur, quelle que soit la valeur. Une opportunité de créer de la valeur avec les clients pour source va donc presque toujours mener à plus de clients. La deuxième source de valeur, c'est les marchés. Vos clients et prospects habitent dans des marchés. Donc ces marchés sont à leur tour une source de valeur. Il y a en fait 2 types de marchés. Le premier type, il est géographique. On va distinguer un marché européen, un marché américain et un marché asiatique par exemple. Ou encore un marché alsacien, un marché breton, un marché corse. Bref, je vous fais pas un dessin, vous voyez ce que ça représente. Le second type de marché, c'est une forme de regroupement par segment. Par exemple, l'ensemble des musiciens, voire des mélomanes, font partie du marché de la musique. Dans ce marché, on peut vendre des instruments, des logiciels et du matériel de studio, ou encore des disques. Mais il est peu probable que, de manière transversale au segment, vous puissiez vous mettre à proposer du matériel agricole, le segment agriculture représentant un marché différent. Une opportunité de marché, ça pourra donc être de proposer la même chose que dans le marché géographique dans lequel vous sévissez actuellement, mais tout simplement ailleurs. Ou encore d'étendre votre offre à un nouveau segment ayant remarqué qu'il y a une forme de continuité entre votre niche actuelle et la niche adjacente. Et on peut résumer ces 2 actions à la possibilité de pénétrer un nouveau marché. La gestion de cette exploration de nouveaux marchés potentiels, c'est d'ailleurs une des principales composantes du business développement. Il y aura toujours des tas de gens pour vous donner des idées de nouveaux marchés, dans lesquels l'herbe est plus verte et les barbiers gratuits. La mission du business développeur, c'est d'évaluer ces opportunités et de déterminer leur potentiel de valeur à long terme pour décider si c'est intéressant d'y aller ou pas. La troisième source de valeur, c'est les relations. On peut voir les relations comme à la fois les fondations et le réacteur de la valeur de long terme. Les relations, de préférence bonnes bien sûr, que votre entreprise entretient avec ses clients, ses partenaires, ses employés et évidemment son cœur de marché, sont les sources de sa valeur d'aujourd'hui. Et si cette valeur est aussi une valeur de long terme, c'est que ces relations s'entretiennent, se développent et vivent pour assurer un revenu récurrent. Pour le dire plus prosaïquement, l'approche qu'on avait dans les 2 premières sources de valeur, elle était analytique ou comptable. Les clients et les marchés sont avant tout des chiffres et des ordres de grandeur. Dans les relations, par contre, on a une source profondément différente, et c'est une source humaine. Le business développement en 4 fonctions cardinales. Il y a un phénomène assez rigolo. Business développement, c'est un de ces termes dont le sens change pour la plupart des gens quand on le traduit.
Je vous ai parlé jusqu'ici de business développement et pas de développement commercial. Bon, déjà parce que j'ai jamais travaillé en France, donc mon vocabulaire professionnel il est soit en anglais, soit en allemand. Mais aussi parce que quand on parle de développement commercial, c'est très vite identifié comme une fonction purement commerciale. Donc par extension, un domaine réservé aux commerciaux avec éventuellement le soutien du PDG, suivant la taille de la structure. Or, si effectivement, et on va le voir, le business développement a une forte dimension commerciale, la réciproque, elle n'est pas toujours vraie. Sur ce blog et sur ce podcast, je vous ai parlé quasi exclusivement de commerce B2B jusqu'ici. Domaine où la frontière est assez floue entre la vente pure et le business développement. Il faut toujours pénétrer une autre entreprise et la comprendre, et presque toujours miser sur le long terme. Mais parfois, il y a aussi une part transactionnelle. Et là, l'emphase, elle est peut-être sur la vente rapide, et du coup, ça devient une règle presque absolue quand on parle par exemple de B2C. Tout ça pour dire qu'un bon business développeur doit avoir de très solides notions de commerce, mais pas que. Et tout commercial n'est pas, n'en déplaise à 75% des biographies LinkedIn, forcément un professionnel du business développement pour autant. Attention, le business développement c'est pas un sport individuel non plus, on a besoin de l'équipe entière pour pouvoir être performant. Première fonction du business développeur, commercial. Bon, donc oui, clairement, business développement, ça se traduit par développement commercial. Et c'est pas complètement par hasard. La fonction commerciale, c'est une composante primordiale. Mais ce qui est différent du commerce classique, c'est que ce que vous allez vendre, c'est pas directement un produit, un service ou une solution comme d'habitude, c'est de vendre l'idée qu'un partenariat créera de la valeur pour toutes les parties. Cette fois, plus d'excuses, on parle long terme et gagnant-gagnant. Là où, comme je vous le disais tout à l'heure, la frontière est mince entre le bon commerce B2B et le business développement, c'est qu'il faut savoir naviguer dans une autre organisation, trouver les bons interlocuteurs et comprendre leurs enjeux. C'est en gros une forme longue de cycle de vente. La beauté et la complexité de la chose, c'est qu'en tant que business développeur, on vend pas une commodité. Vous n'êtes pas le marchand de muguet le 1er mai ou le vendeur d'électroménager qui fait l'article d'un Turbomix. En lieu et place, vous devez trouver le bon interlocuteur, identifier leurs besoins, connaître vos concurrents et ceux de vos clients, voir leurs partenaires. Et plus vous aurez d'informations, plus vous aurez de chances de déboucher sur une réussite. Bref, je vous fais pas un article complet sur le sujet, c'est la forme de vente dont on parle depuis 24 épisodes sur ce podcast, la vente conseil. La deuxième fonction du business développeur, c'est la stratégie. Voilà le stade à partir duquel le commercial B2B doit sortir sa tête du guidon pour devenir business développeur. En effet, il faut avoir une approche stratégique pour déterminer la meilleure voie à suivre pour atteindre de nouveaux clients ou pénétrer de nouveaux marchés. Il faut aussi consacrer du jus de cerveau à l'élaboration de méthodes pour prioriser les opportunités et trouver des vecteurs de croissance. Et ça s'arrête pas à l'identification et au choix. Ces opportunités doivent ensuite être poursuivies de la meilleure manière en coordonnant l'effort d'entreprise. Le nœud stratégique, c'est le cas de le dire, pour la stratégie de business développement, c'est de comparer 3 approches. Construire en interne une solution, acheter de la compétence ou une entreprise en externe, ou monter un partenariat. Voyons ces 3 branches un peu plus en détail. Premièrement, construire une solution interne. Ici, la stratégie, c'est de trouver ou construire la solution en interne pour répondre à l'opportunité. Le champ des possibles, il reste assez large. Ça va de créer un produit à former votre personnel en passant par recombiner des solutions internes existantes pour créer un nouveau Frankenstein, un gentil de préférence. On va prendre un exemple assez simple pour illustrer ça. Mettons que l'opportunité ce soit un emplacement vide dans votre couloir où vous pourriez mettre une bibliothèque. La valeur à long terme, c'est une mise en valeur de vos livres, en plus du fait de les avoir toujours à portée de main. Vous avez du bois, vous avez des bouquins et de la place, mais vous savez pas comment faire. Dans la solution interne, vous allez regarder 3 vidéos de menuiserie sur YouTube et vous construisez la bibliothèque vous-même. Elle sera peut-être pas complètement stable et ça va prendre un peu de temps, mais le coût d'exécution est maîtrisé et vous contrôlez toutes les étapes. La deuxième voie possible, c'est d'acheter une solution. La voie de l'achat, elle comprend toute une palette d'actions allant de l'acquisition d'éléments à la fusion-acquisition d'une entreprise dans son intégralité, en passant par l'achat de compétences, embaucher du personnel qualifié. Dans l'exemple précédent de la bibliothèque, vous pourriez l'acheter, cette bibliothèque dans le commerce, ou acheter des plans, ou embaucher un menuisier qui viendrait construire votre meuble pour vous. La troisième stratégie qu'on peut suivre, c'est de fonder un partenariat. Dans cette dernière approche, vous allez chercher une façon de développer votre business en commun avec une autre entreprise, un autre acteur. Vous bénéficierez tous les deux de synergie et puis vous tendrez à atteindre une croissance mutuelle. Dans notre exemple toujours, le menuisier viendrait construire votre bibliothèque pendant que vous lui donneriez des conseils pour développer son entreprise, améliorer son marketing ou approcher de nouveaux clients. Quand on pense business développement, le partenariat c'est souvent une des premières idées qui émergent
Et on va le voir en détail dans un instant. Mais le message que je voulais vous faire passer ici, c'est que c'est pas la seule voie possible. Troisième fonction du business développeur, les partenariats. La réussite du business développeur, ça dépend souvent de sa capacité à comprendre ce qui fonde les partenariats fructueux. Comment travailler avec d'autres entreprises et comment gérer les relations. Il se trouve qu'effectivement, les partenariats sont des moyens très commodes de créer de la valeur à long terme, ce qui est toujours le but. Avec un partenariat, on peut souvent avoir une voie rapide vers une opportunité, à coût contrôlé et facile à mettre en œuvre. Parfois, c'est tout simplement la seule issue possible. Dans le même temps, il n'y a pas que des avantages au partenariat. On doit souvent faire des compromis, le gagnant-gagnant se faisant sur une base moins extrême que le gagnant tout court où on ne tient pas compte de ce que veut l'autre et on tient compte que de soi. Il faut aussi laisser une partie du contrôle au partenaire, ce qui implique des négociations et des concessions. Le partenariat, c'est donc un outil primordial dans le monde du business développement, mais c'est pas le seul. Et ce partenariat, c'est pas forcément fondé sur la valeur économique non plus. On peut très bien avoir des partenariats de marques pour se renforcer respectivement. Vous voyez par exemple la gamme d'Apple Watch badgée Hermès. Apple y gagne une caution luxe et des montres un peu moins moches. Et Hermès étend son rayon d'action à une nouvelle audience et des marchés technologiques qui sont pas forcément au cœur de sa cible au départ. Alors à l'intérieur de ces partenariats, on peut de nouveau distinguer 3 familles différentes. La première famille, ce serait les partenariats de distribution. On trouve ce type de partenariat quand une entreprise veut pénétrer un marché dans lequel évolue déjà l'autre. Prenez par exemple les gâteaux Michel et Augustin, ils identifient une opportunité, une partie des consommateurs en a marre de manger des recettes trop complexes, pleines de choses pas très naturelles, du coup les deux copains se lancent et font un carton dans leur immeuble. Ils se disent alors qu'ils pourraient étendre leur audience à l'ensemble du quartier. La boulangerie du coin de la rue a justement un réseau de distribution à même de leur permettre rapidement de franchir ce pas, c'est-à-dire la boulangerie elle-même. Les trublions du goût, puisque c'est leur surnom, s'y implantent, et moyennant une part sur les ventes, ça cartonne pour les deux parties. Vous voyez qu'on a eu ici un partenariat de distribution entre des créateurs, Michel et Augustin, et un distributeur, la boulangerie. Le schéma il va se répéter dans la suite de l'histoire de l'entreprise, quand Michel et Augustin investit la grande distribution, ou encore quand l'entreprise noue des partenariats avec Air France pour être distribuée comme petit goûter sur tous les vols de la compagnie. Pour faire simple, il y a d'une part une entreprise avec un produit, un service ou une idée qui accélère sa conquête d'un marché par l'intermédiaire d'une autre entreprise qui elle est déjà bien implantée sur ce marché, et qui prend une part du gâteau au passage. Le deuxième type de partenariat, c'est un partenariat de produit. Là encore, c'est simple, 2 entreprises travaillent ensemble pour créer un nouveau produit ou améliorer un produit existant. Par exemple, SodaStream monte un partenariat avec Pepsi et propose des sirops 7up et Pepsi Max pour recréer tes boissons préférées chez toi avec une machine SodaStream. Ils améliorent un produit existant, le sirop goût limonade de l'entreprise SodaStream à la base qui était franchement imbuvable, et tous les deux ensemble, ils créent un produit qui est meilleur. On a aussi ce cas avec Red Bull Racing, qui faisait à l'époque les meilleurs châssis de Formule 1 du monde, ça c'est il y a quelques temps quand la Formule 1 existait encore, et puis avant que Mercedes devienne les plus forts, ils s'alliaient avec Renault qui faisait d'excellents moteurs pour créer des voitures qui ont été intouchables pendant près de 4 ans en championnat du monde. Et ils ont créé un produit nouveau, la Red Bull Renault, qui créait une valeur importante puisque le produit était beaucoup plus fort et ils en retiraient tous deux des bénéfices. Le troisième type de partenariat, c'est les partenariats de marque. Dans ce dernier cas de figure, en fait, on a 2 entreprises qui coopèrent pour le bénéfice de leurs marques respectives. Par exemple, Karl Lagerfeld, paix à son âme, et la bouteille de Coca Light en 2010. Coca-Cola y gagne en prestige, avec celui qui est à l'époque le grand gourou de Chanel, ce qui offre une image toute différente au soda allégé qui traîne son côté Diet Coke réservé aux femmes en surpoids, et Karl Lagerfeld obtient une exposition beaucoup plus importante, les bouteilles de Coca étant bien plus répandues que les tailleurs Chanel. Parfois, les partenariats peuvent rassembler des entreprises qui sont initialement beaucoup plus proches que Karl Lagerfeld et Coca et son Coca Light. Comme par exemple quand GoPro a équipé Felix Baumgartner de ses caméras, quand il a battu, vous savez, le record du monde de chute libre pour Red Bull, quand il est dans la stratosphère, il s'est jeté dans le vide et il a battu le record de chute libre. GoPro et Red Bull ont organisé le truc, Red Bull était le sponsor et GoPro, en fait, il se filmait avec une GoPro. GoPro et Red Bull s'adressent tous deux à une cible jeune, plutôt masculine et adepte des sensations fortes. Leur partenariat renforce donc cette position de numéro 1 respectif de leur segment et de patron de cette niche de marché. En conclusion, au moment où vous allez devoir construire un partenariat, il faut être très consciencieux et méthodique. Commencez par se poser les bonnes questions.
Quelles sont les raisons d'être de ce partenariat? Quelle valeur votre entreprise va en retirer? Est-ce que vous êtes prêt à partager une part de cette valeur avec votre partenaire? Est-ce que ce partenaire a une marque, un produit, un réseau, une audience intéressant pour atteindre l'objectif que vous poursuivez? Et c'est avec cette rigueur-là que votre business développement apportera de la valeur via des partenariats. Quatrième fonction du business développeur, gérer les relations. La dernière composante du business développement tient au réseau. Il faut savoir créer et entretenir des relations avec des clients, partenaires, employés, collègues et simplement toute personne qui interagisse avec votre développement commercial. Pour construire sur des bases stables, il faut s'assurer que ces relations s'appuient sur un socle de confiance, de respect et d'intégrité. Et ensuite veiller à ce que la relation soit équilibrée, c'est-à-dire qu'il y ait un échange de valeurs. On doit avoir une interaction et elle ne doit pas être à sens unique. C'est pas interdit d'être ami avec ses relations et son réseau, voire d'être amical tout court, mais il faut pas confondre une relation d'amitié et une relation professionnelle. On peut avoir un respect mutuel et une grande intégrité vis-à-vis de personnes qu'on apprécie que modérément, et être copain comme cochon avec des gens peu recommandables. En business développement, on privilégie les premières relations, donc des relations de respect mutuel et d'intégrité, aux secondes, des relations d'amitié. Attention, rien vous oblige à être désagréable sous prétexte que vous êtes honnête. Vous avez le droit d'être gentil et d'être chaleureux. Mais un peu comme un commercial doit faire la part des choses entre le rejet de son offre commerciale et le rejet de sa personne, le business développeur, il doit séparer l'affect du professionnel, s'agissant de la gestion de ses relations professionnelles. Pour conclure, repartons de notre définition de départ du business développement. Créer de la valeur à long terme pour votre entreprise. On a vu aujourd'hui qu'il y a 5 types de valeurs. La valeur économique, l'audience, le produit, la marque et la valeur optionnelle. Et que le développement commercial n'a pas forcément à se concentrer sur la si populaire valeur économique. Je vous ai ensuite parlé des 3 sources de valeur. Les clients, les marchés et les solutions. Et enfin, pour mettre tout ça en musique, on a vu que le business développeur pouvait répartir ses actions en 4 fonctions. Le commerce, la stratégie, les partenariats et les relations. Avec tout ça, je pense que vous avez une bonne vision théorique de la chose, mais je peux concevoir que ce soit un peu abstrait. Du coup, pour remédier à ça, je vous propose qu'on voit comment ça s'articule en pratique la semaine prochaine. D'ici là, aidez le business développement de ce podcast et allez donc signaler aux âmes perdues sur Apple Podcasts que je demande qu'à les aider. C'est très simple, vous allez dans la section Noter à vie, vous me mettez 5 jolies petites étoiles ou encore un gentil commentaire. Et pour tous ceux qui utilisent une autre plateforme, vous pouvez partager et recommander cet épisode, en parler sur vos réseaux sociaux et le conseiller chaleureusement à un ami, un proche ou un comptable. À jeudi prochain.